Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mesquel Packer. Maston Packer. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans ce dernier bilan d'intersaison. On a fait les 31 de notre équipe et on termine avec la meilleure franchise de la ligue. Alex, c'est bon, tu peux retirer ton flingue que tu pointes sur ma tempe. Et on va parler des Las Vegas Raiders. Et pour ce faire, du coup, je suis avec Alexandre. Salut Alexandre, comment tu vas? Salut Alex, salut tout le monde. Écoute, très content de clôturer le bal avec la plus belle équipe et le plus beau logo de la NFL. Alors oui, on sort pas d'une très belle saison, on va en parler, mais quel plaisir de parler enfin de mes Raiders, donc très content d'être là. Ça fait plaisir de t'avoir. C'était comme ça qu'on t'avait connu la première fois. C'était avec le bilan d'intersaison de l'année dernière. On avait parlé la première fois et c'était cool. Et au final, locationnaire, tu es avec nous. Donc ça fait plaisir. Et on accueille aujourd'hui l'animateur du Discord pendant la draft, Jérôme. Salut Jérôme, comment tu vas? Salut les mecs, merci de me recevoir. Ça va très bien. Juste une petite précision, ça fait 20 ans qu'on fait une mauvaise saison, donc à un moment donné, va falloir s'y habituer. Ce qui est bien, c'est que du coup, l'intro de cet épisode, on peut la garder pour les 20 prochaines années et ça ne changera pas grand-chose. Donc, Ouais, j'espère pas. on espère pas. Est-ce que Jérôme, tu veux juste te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ou qui n'ont pas pu interagir avec toi, notamment sur le Discord? Ouais, carrément. Mais donc Jérôme, Pablo aussi, chez certains, j'ai ce surnom récurrent qui revient. Donc présent notamment sur Twitter, même si c'est un peu plus compliqué ces temps-ci avec l'agenda professionnel. J'ai 36 ans, j'ai 2 enfants, je suis originaire de Lille, mais je vis à Toulouse, donc au pays du rugby en l'occurrence. Et donc voilà, tout simplement, pas du tout ancien pratiquant de foot américain, malheureusement, j'ai connu ça trop tardivement. Et Et, fan des pour- Raiders. et fan des Raiders, effectivement. C'est une histoire un peu rigolote, j'y passe 2 minutes. En fait, Avec plaisir. je suis devenu fan des Raiders en tombant sur un article qui parlait de Jake Tatum. Alors je sais pas si c'est un nom qui, pour Alexandre, oui, ça va résonner, pour toi, peut-être un peu moins. Un peu, oui. Mais il est quand même connu il est notamment, tristement connu pour avoir, paralysé, Daryl Stingley en 78 ou 79, si je dis pas de bêtises. Donc, c'était ce fameux safety, 78, ouais, c'est ça. c'était ce fameux hitter, enfin qui mettait des tampons comme un linebacker en l'occurrence, qui aimait vraiment la violence et qui est décédé en 2010. Et donc c'est un mec, j'ai juste halluciné quand je suis retombé sur cet article. Donc je suis allé voir les vidéos qui mentionnaient l'accident qui s'était produit. J'ai vu la vidéo, j'ai halluciné et j'en ai vu d'autres. Et en fait, en me bouffant des vidéos comme ça de linebackers qui mettent des putains de tampons aux joueurs adverses, ben, je me suis intéressé au foot américain. Et puis je suis revenu à cette franchise représentée par Jack Tatum parce que le colorway, parce que le blason, hein, il faut dire ce qui est, c'est pour moi le plus beau blason de NFL. Et puis cette mentalité qui entoure la franchise, quoi. C'est tout ce que Al Davis a créé, tout ce que Madden a représenté également à son niveau. Enfin, voilà, tout cet ensemble, toute cette histoire, toute cette philosophie a fait que je suis complètement devenu gaga des Oakland Raiders à l'époque. Jack Tatum, j'ai regardé, surnommé The Assassin. Euh, Ouais, l'assassin, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. ouais, un petit surnom gentil, quoi. Tu vois, t'as envie de parler avec ce garçon. Ah Assez bah, terrible de se dire que t'es devenu fan à cause d'un accident quand même. Ouais, ouais, alors, il y en a certains qui pourraient penser que je suis un peu psychopathe sur les bords, mais voilà, on ne devient pas amoureux du foot américain pour les belles passes et pour les beaux jeux au sol, hein. On tombe aussi amoureux du sport par rapport aux tampons et tout cet impact physique qu'on retrouve chaque week-end. Bien d'accord. yes. Eh ben, en tout cas, très content de t'avoir avec nous. On rappelle en tout cas, donc il y aura les liens si on a envie de te suivre, notamment sur Twitter, tu en as parlé. Et si vous avez envie aussi de suivre l'actualité des Raiders, Alexandre, je sais que toi aussi on peut te suivre, Alex Raiders FR, et je crois que tu parles un peu avec nos amis des Raiders par-ci par-là, des Raiders France.
Ouais, c'est ça. Il y a Romain qui tient compte Rider Nation France. Alors, je sais plus si c'est ça exactement l'intitulé, mais en tout cas, qui reste quand même actif les soirs de match. Donc, allez follow aussi Romain qui fait pas mal de bons boulots là-dessus, qui fait aussi des très beaux visuels. Et puis, ouais, voilà, nous on échange surtout pas mal sur Twitter. On a vraiment une communauté qui est cool. On a une bonne conversation sur Twitter qui est pas mal chaude par moment, notamment, bon, ça c'était plus à l'époque, mais quand il y avait Derek Carr, à un moment, il y avait quand même pas mal de, de disputes des pros et des contre des anti-Derek Carr. Donc ça, c'était source de pas mal de problèmes entre certains intervenants, mais sinon aujourd'hui, non, franchement, elle est très très cool de discuter en tout cas avec toute la commu Raiders, c'est aussi NFL partout, donc n'hésitez pas à nous follow. Eh ben, ce sera noté et suivez-nous partout avec le front office si vous avez envie de nous suivre. Nous, rejoignez le Discord pour parler avec Alexandre et Pablo et on aura l'occasion de discuter, notamment Raiders. Venez parler avec nous de cet épisode. On va faire l'épisode comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant, il y en a eu 31 avant vous, avant celui-ci. Donc, saison 2024, le bilan, match représentatif. On va partir ensuite sur la free agency, la draft et on va finir avec une petite projection sur la saison 2025. Alors, cette saison, on vous projetait avec le pick numéro 7. Quand on avait fait notre power ranking, Alexandre n'était pas là. Et on vous projetait avec le pick numéro 7, vous avez fini avec le pick numéro 6. Donc, au final, peut-être une de nos meilleures prédictions après l'épisode d'hier où on parlait des Jets qu'on voyait 29e et qu'on finit avec le pick 7. Donc, rien à voir ici. Vous avez fini en 4-13. Jérôme, je vais te laisser la main, parce qu'en général, on laisse Alexandre parler. Cette fois, on va le laisser parler à la fin. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette saison Et voilà, est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu vois des motifs d'espoir? Voilà. Raconte-nous comment tu as vécu cette saison en tant que fan des FU Auckland, nouveau Las Vegas Raiders. Ah, écoute, c'est très drôle parce que dans notre groupe des Raiders, enfin de la fanbase française des Raiders, on a un fameux graphique avec le démarrage de la saison à 1.0. La courbe est ascensionnelle jusque à peu près, allez, on va dire début novembre. Et puis après, ça plonge complètement. Et chaque année, c'est la même chose. Et cette année, ça n'a pas loupé puisque, en l'occurrence, on est arrivé à un moment à 2-2 et je crois que c'était à partir de début novembre ou peut-être même un peu avant ça, en l'occurrence, même largement avant ça plutôt. Et puis après, on s'est complètement cassé la gueule. Donc, pour répondre à ta question, ben, le ressenti de la saison, il est catastrophique. Je pense que c'est une des pires saisons sur les 20 dernières années. C'est peut-être même la pire saison qu'on ait jouée. On a eu la plus grosse série de défaites consécutives depuis 2005 ou 2006, je crois. On a fait 10 défaites consécutives, donc c'est juste abyssal et catastrophique. Pourtant, on avait démarré la saison avec beaucoup de motifs d'espoir, puisque ben, on s'était séparé de Dumb and Dumber la saison précédente. On les avait remplacés. Explique-nous qui est Dumb et Dumber quand même. Ah, ben c'est le fameux génie offensif all-time Josh McDaniels et puis son petit pote Zigzag là, Ziegler. Bon bref, on va pas en parler, je vais commencer à m'énerver, ça fait 5 minutes qu'on a démarré. Il a eu plein de surnoms dans notre Euh, communauté, le Josh McDaniels, en tout c'est cas. ça, c'est ça. Quel abruti celui-là. Bon, bref, faut savoir que personne ne voulait absolument l'avoir comme head coach et finalement c'est exactement celui qu'on a récupéré. Bon, en tout cas, on a fini par récupérer à mi-chemin Antonio Pierce la saison dernière, bon, qui a eu le mérite d'instiguer un nouveau souffle, un nouvel élan, avec une vraie mentalité, une dog mentality hein, en l'occurrence, très représentée notamment au travers de la défense qui avait été hyper performante sur la deuxième moitié de saison. Je crois qu'on était une défense top 5, je crois, sur la fin de saison, si je dis pas de conneries. En tout cas, sur la deuxième partie de saison. Ouais, à partir de la week 9, on est top 3, je crois même, en Ouais, termes c'est de points ça. encaissés par match. Donc, enfin, on se souvient du pick 6 de comment il s'appelle, du corner là dont on s'est séparé, Jack Jones. On se souvient de toutes ces actions hallucinantes qu'on a pu croiser sur la deuxième partie de saison. Et donc, voilà, on s'attendait à attaquer la nouvelle saison un peu sur la même veine. Antonio Pierce, on savait qu'il était un peu tendre sur le poste de head coach, mais il s'était fait entourer par
pas mal d'anciens avec un staff plutôt vraisemblablement bien construit autour de lui. Et puis en fait, ça n'a juste pas duré. Ça a même explosé en vol dès le départ, quoi. Notamment, enfin, on a eu un petit regain d'énergie, notamment dans le match face aux Baltimore Ravens, qui était juste hallucinant. On s'est dit putain, ça sent bon. On démarre en 1-1, mais avec une vraie belle victoire référence contre les Ravens. Et puis ensuite, ça a été juste catastrophique, quoi. Ça a été juste catastrophique. Donc, on a constaté plein d'errements, hein, notamment en attaque, entre les frères Moustache qui savent pas aligner une passe, le jeu au sol bah, qui a été juste dernier de la ligue, je crois, enfin pas loin d'être dernier. Le fameux The White auquel moi j'ai été un des premiers à croire, qui s'est lamentablement échoué comme running back titulaire et qui finalement n'a absolument rien produit, rien sorti. Puis la défense qui a été ultra perméable et là pour le coup c'est moins la faute des joueurs. On a perdu Wilkins très rapidement, on a perdu Kuntz encore plus rapidement pour le coup. C'est Max Crosby qui a encore une fois joué au milieu des errements défensifs causés par les blessures de nos joueurs clés. Donc forcément ça nous a coûté très cher sur la saison. Et puis malgré tout, malgré le fait que la saison soit purement catastrophique, on a eu quand même l'émergence de Brock Bowers, qui finit All-Pro, qui finit Pro Bowler, qui écrase des records. Donc ça, c'est la grosse satisfaction de la saison. Et puis Jacorian Bennett, qui était ce corner qu'on avait recruté tardivement à la dernière draft et qui finalement s'est révélé et sera potentiellement un cornerback titulaire pour les prochaines saisons. Yes. Alexandre, toi, de ton côté, et allez, on va juste te poser la question et puis après tu peux repartir sur le reste et expliquer pourquoi. Mais quel est selon toi un match qui est représentatif de votre saison? Je pense qu'il y en a beaucoup, que ce soit des défaites, probablement. Si tu me dis que c'est une victoire, on va en venir aux mains. Mais est-ce que tu as un match qui est représentatif de ta saison? Et ensuite, bah, explique-nous un peu comment toi tu as vécu ta saison. Ouais, bah écoute, en match représentatif, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de matchs qui étaient un peu similaires dans l'enchaînement de défaites, où en fait, dans l'enchaînement de défaites, on était vraiment une équipe qui ne jouait pas dégueulassement, mais juste assez dégueulassement pour perdre le match quand même, tu vois. Et je trouve que le match de Tampa Bay explique pas mal enfin, représente pas mal la saison en vrai. Je sais pas si Jérôme t'aurait eu le même, mais moi, je trouvais que le match de Tampa Bay, on avait montré des belles choses en fait dans le match, où peut-être pendant la première mi-temps, on arrive à tenir un peu le score, on répond un petit peu quand ils nous mettent un touchdown, on arrive à répondre, tu vois. Mais au final, on se prend quand même un petit score à la fin, il y a quand même un écart assez significatif. Mais une partie du match, on est dedans. Donc non, vraiment, c'est quand même représentatif de la saison où t'as quelques éléments de satisfaction. Jérôme en a parlé, mais il y a Brock Bowers qui quand même a été une saison, enfin vraiment fait une saison impressionnante pour un rookie. T'as quand même la O-line qui j'aimerais quand même dire qu'ils ont fait quand même un peu du bon boulot par rapport à ce qu'on leur prédisait. Notamment, on a un nouveau rookie côté droit et un nouveau rookie aussi au centre avec Jackson Powers Johnson et aussi bah, Delmar Glaze à droite. Et je trouve qu'ils ont fait du plutôt bon boulot durant cette saison. Colton Miller a un petit peu commencé tardivement sa saison, mais au final, c'est très bien repris à partir de la week 5-6. Donc non, on a eu malgré tout, dans cette saison un peu cataclysmique, des 4 victoires. Quelques éléments de satisfaction, mais comme l'a dit Jérôme aussi, ce qui nous a vraiment pénalisé, c'est la défense. On n'arrivait jamais à faire assez de stops nécessaires, et quand on en faisait, bah, notre attaque était jamais au rendez-vous pour arriver à marquer assez de points. Donc enfin, c'est compliqué en fait, mais c'est simple. Le football, des fois, t'as pas de jeu au sol et t'as une défense qui n'est pas non plus parfaite, et t'as un quarterback aussi qui est complètement bah, à la rue comparé aux autres titulaires NFL. Bah, tu peux rien espérer en fait. Et le pire, j'ai envie de dire, dans tout ça, c'est que tu arrives quand même à te retrouver en position de gagner deux derniers matchs, enfin deux des derniers matchs face à Jacksonville et face aux Saints, qui sont pareil, des équipes qui avaient rien à jouer, et toi tu étais là, tu étais potentiellement avant ces deux matchs-là, tu étais numéro 1 de draft, hein. Donc nous, au final, on se retrouve à faire une saison 4-13, mais tu finis 6ème pick de draft, ce qui a fait pas mal chier pas mal de gens dans la fanbase, hein, très concrètement, parce qu'on était tous à la recherche du nouveau quarterback.
Et parce que bon, on en avait marre du bandage qu'on fait depuis maintenant 3 saisons depuis le départ de Derek Carr, hein. Là, cette année, on a fait Gardner Minshew. Je pensais que ça allait être pas dégueulasse vu ce qu'il avait montré à Indianapolis. En fin de compte, c'était complètement raté. Pareil, t'as dit jeu au sol inexistant. Vraiment, les rares satisfactions, c'est vraiment, si on doit résumer, ce serait Bowers, quelques joueurs sur la O-line, Jacoby Myers quand même, qui mine de rien c'est une très bonne saison après le départ de Davante Adams. Et t'as quelques Boris mecs, Johnson. c'est ça exactement, et t'as quelques mecs en défense qui se sont pas mal révélés, parce que vu qu'on a eu énormément de blessures en défense, hein, on a parlé de Crosby, Coons, Wilkins, même Spillane à un moment a eu des bobos, Marcus Epps a été blessé quasiment toute la saison aussi. Non, franchement, t'as eu vraiment Nate Hobbs aussi, un de nos titulaires en cornerback, donc pareil, enfin vraiment, on a dû bricoler un petit peu partout sur chaque position. Et tu te retrouves avec des mecs qui sont censés être les troisième ou quatrième rotations qui sont titulaires pendant 5 matchs de suite. Après, tu peux pas gagner énormément de matchs comme ça, mais par contre, ces mecs-là ont quand même bien performé, je trouve, par rapport aux attentes qu'on avait. Et Patrick Graham, en vrai, a fait du mieux qu'il a pu avec les armes qu'il avait. Donc, nous, Complètement. on voulait vraiment pas taper sur le cordeau def qui avait montré des très belles choses. Jérôme en a parlé en fin 2023. Donc, non, saison vraiment cataclysmique qui, à aucun moment où c'est tourné dans notre sens. Et on espère que des bonnes décisions ont été prises durant l'été, quoi. On va pouvoir aller voir ça et en parler. Euh, avant la free agency, vous aviez 51 millions de cap space disponibles selon nos notes. Euh, Avant de partir à la free agency, Jérôme, peut-être, qu'est-ce que tu voyais comme besoin au niveau de votre équipe pour cette période de free agency ou de draft? Vous avez parlé de la ligne offensive de tight end qui sont à peu près les postes safe. Mhm. Au moment du début de la free agency, vous n'avez pas encore tradé pour Geno Smith, donc je pense que le poste de QB est encore à traiter. Mais voilà, qu'est-ce que tu vois comme besoin et peut-être les besoins les plus pressants, si ce n'est les besoins tout court? Les pressants besoins qu'on avait, c'était forcément le poste de QB, la secondary et la O-line. C'était vraiment les trois endroits, les trois postes où vraiment on avait de gros besoins. On a réussi à répondre très rapidement sur le sujet, notamment du QB. Le jeu au sol aussi, je l'oublie. Le running back, évidemment qu'on avait des énormes besoins à ce niveau-là. Et donc, bon, sans faire le focus sur la draft, hein, on va parler que free agency. Avant de parler des joueurs, il y a aussi l'aspect staff. En l'espace de 2 semaines, je crois, 3 ou 2 semaines, on a tout renouvelé. On a commencé par prendre Spytech. Même pas une semaine après, on avait Pete Carroll qui signait. Et même pas une semaine après Pete Carroll, on avait Chip Kelly qui était annoncé en coordinateur offensif. C'est ça. Avec de Spytech. surcroît, Donc Spytech, pour ceux qui connaissent pas, c'est le nouveau GM que vous avez. Pete Carroll, donc ça pour coup, je pense pour tous les connaisseurs, c'est votre head coach. ouais, Et Chip Kelly, t'en as parlé en coordinateur offensif. tout à fait. Donc Spytech, ancien assistant GM de Tampa Bay. Et ancien pote de Tom Brady à l'université de Michigan, s'il fallait le préciser. C'est ça. Tom Brady qui est propriétaire minoritaire dans les Raiders. Parce que ouais, Ouais. j'ai envie d'intervenir là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, pour que les gens comprennent un petit peu comment ça s'est passé de notre intersaison, c'est qu'il y a eu un gros shift un peu un gros tournant qui s'est vraiment passé cet été, et c'est vraiment l'implication de Tom Brady dans les décisions sportives. Et ça, c'était quelque chose, vu qu'il vient d'arriver dans l'actionnariat, c'était quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et en fait, Mark Davis, donc le propriétaire, a dit que Tom Brady serait une partie intégrante du processus de recrutement du nouveau GM, du nouveau head coach et de toute la stratégie un petit peu des années à venir en fait des Raiders. Et c'est pour ça que Jérôme l'a très bien dit, hein. Spytech, c'est quelqu'un que Tom Brady connaît très bien parce que Spytech, c'est lui qui était là, qui a aussi ramené Tom Brady au Tampa Bay Buccaneers pour aller gagner le titre en 2020. Et il leur avait ramené aussi avant ça Gronkowski pour essayer de le séduire un petit peu. Donc c'est aussi deux anciens coéquipiers à Michigan. Donc ils ont vraiment une histoire commune ensemble et je pense que Brady a vu quand même que Spytech, qui était assistant de GM au Tampa Bay Buccaneers sous la coupe de Jason Licht, il a vu qu'il avait fait du bon boulot et que ça fait plusieurs années déjà qu'il passait des interviews pour être un GM à part entière. Et en tout cas, c'est vrai que de ce qu'on a vu, on était plutôt content en tout cas dans la fanbase de sa signature. Et Oui, je puis pense aussi, voilà. faut aussi préciser une chose, c'est que on part de Tom Telesco avant Spytech.
Tom Telesco, c'est un GM à l'ancienne, hein. Et on savait pertinemment que c'était pas un GM qui allait se laisser, je dirais, orienter, manipuler par quelques coachs que ce soit. Et c'est justement le fait qu'il soit peut-être trop arc-bouté sur sa propre opinion qui a fait que un Tom Brady et d'autres ont pensé qu'il valait mieux tout renouveler en même temps que le départ d'Antonio Pierce. Il fallait également changer le general manager. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, alors, avant de parler de Spytech, je pense qu'on avait nos vues, notamment sur le head coach. On avait nos vues sur Ben Johnson. Je suis convaincu que c'était notre cible première. Le fait est que Pete Carroll était très probablement de toute façon le plan B si Ben Johnson nous glissait entre les doigts, ce qui a été le cas. Et pour accompagner un Pete Carroll qui est, pour le coup, quelqu'un qui a du charisme, qui a une aura, qui a un caractère et qui est tout à fait en droit de suivre ses propres opinions et de suivre ses propres pensées, on est parti du principe qu'un Spytech qui avait fait ses preuves à Tampa Bay était le fit parfait pour accompagner un Pete Carroll, tout en ne se laissant pas marcher sur les pieds également. Et on le voit d'ailleurs hein, dans les process qui ont suivi, que ce soit au combine ou sur les process pré-draft, etc. On voit qu'il y a une vraie complicité entre les deux, que les mecs se parlent, se respectent et s'écoutent. Et je pense que ce qui était recherché avant même d'aller chercher des joueurs sur la free agency, c'était de recréer une harmonie au niveau de l'organisation supérieure, quoi, d'avoir un GM, un head coach et deux coordinateurs qui se parlent, qui s'entendent et qui sont en harmonie. Tu as raison de parler d'harmonie parce que, et en plus, c'est un peu le mot d'ordre de Pete Carroll depuis qu'il est arrivé ici aussi. C'est quand même un coach qui, on sait qu'il y a eu beaucoup d'influence dans l'organisation chez les Seahawks et on avait peut-être un peu peur de ça au début quand il arrive en se disant que bon, bah, c'est quand même un head coach qui a 73 ans. C'est pas lui qui est censé représenter le futur et c'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup de pouvoir aux Seahawks. Alors ouais, il a fait du vraiment bon boulot, mais j'essaie quand même de souvenir ainsi à la fin que les fans des Seahawks n'étaient pas trop déçus de le voir partir. Alors peut-être la manière elle est à revoir, mais dans un sens, il avait peut-être fait son temps à ce moment-là. Et visiblement, en fait, il aurait quand même. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui est resté très ouvert sur le jeu. Et il n'a pas voulu imposer en fait un GM ou quoi que ce soit. Il a vraiment laissé il est vraiment venu en fait juste après Spytech et il a passé ses interviews comme n'importe quel head coach. Et il arrive aujourd'hui, il va chercher un coordinateur offensif qui euh, qui n'est pas quelqu'un avec qui il a travaillé auparavant. C'est quelqu'un qui est respecté dans le milieu en Chip Kelly, qui a quand même un gros CV en plus. Donc moi j'ai apprécié aussi ce côté-là, c'est le fait de se dire, ok on va garder le cordeau défensif aussi parce que Patrick Graham est resté. Il avait fait du bon boulot et il a reconnu que Patrick Graham avait fait du bon boulot, donc on va garder, on va continuer à miser en fait sur des choses qui marchaient bien, même si on n'a pas fait une bonne saison, bah, il y a des choses qui ont quand même bien marché sur les dernières années. Et Patrick Graham en faisait partie, et aussi cette D-line avec le coach de la ligne défensive qui est très reconnu aussi dans la ligue. Donc moi j'ai bien aimé en fait ce côté-là de se dire on fait pas table rase non plus de tout, mais on est là, on essaye en fait de s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui peuvent nous faire avancer dans la bonne direction et qui peuvent élever un peu le niveau de cette équipe des Riders. Et c'est en soi pourquoi moi et je pense que pas mal dans la commu sont globalement satisfaits de ce qui a été fait en termes de coaching sur cette off-season. Yes. Et ben allons voir ce qui s'est passé maintenant du côté de la free agency. Du coup, quand on regarde un peu les joueurs qui ont été recrutés, on prend les 4 recrues les plus chers en termes de prix salarial par année. Vous avez récupéré Jeremy Chin, le safety, Alex Kappa en garde, Eric Stokes en cornerback et London Roberts en linebacker. Alex, je vais te laisser la main. Qu'est-ce que tu aimes dans cette free agency prends 2 joueurs que tu as bien aimés dans cette free agency. Je vais laisser Jérôme parler de Geno Smith après. Je vais parler des petits joueurs un peu no-name parce qu'on a vraiment recruté pas mal de joueurs. C'était des joueurs de rotation, des titulaires relativement solides, mais pas des gros. On n'a pas recruté des gros joueurs sur sa free agency de toute façon. J'ai l'impression que le mot d'ordre c'était austérité parce qu'on essayait de faire un petit peu, ne pas payer les mecs qui ne méritaient pas forcément certains contrats, hein. Je pense à Trayvon Moring ou à Nate Hobbs, qui malgré tout étaient des joueurs que j'apprécie, hein. C'était des très bons joueurs, enfin des bons joueurs en tout cas pour notre équipe, mais pas au Enfin, prix auquel des joueurs, quoi. Enfin, c'était.
Ouais, mais il y avait une T'es petite attache. parti, t'es parti de très bon joueur à bon joueur et on sentait que ça pouvait descendre encore, quoi. Non, mais c'est des joueurs que tu draftes et tu as une petite attache, etc. Donc, t'aimerais toujours les re-signer, bien évidemment, mais après, tu vois qu'ils prennent un gros contrat ailleurs, donc t'es pas non plus tant déçu que ça qu'ils partent. Après, voilà, si je devais retenir un joueur ou deux, bah, je dirais vraiment, je pense, Jeremy Chin. Pour moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est très polyvalent dans le backfield défensif. Il a un peu comment dire, cette polyvalence où il peut jouer en tant que strong safety, même linebacker ou même dans le slot. Il a vraiment ce côté un peu illisible sur les schémas défensifs que va mettre en place Patrick Graham. Et visiblement, il a aussi du leadership déjà dès ses premiers entraînements. Donc ça va être quelque chose que je vais suivre attentivement. Il avait fait une plutôt bonne saison aux Commanders et quelques bonnes saisons auparavant aussi du côté des Puis c'est Panthers. puis c'est une amélioration par rapport à Meurig pour moins cher. Pour moins cher aussi, voilà. Il y a ce côté-là qui marche aussi. Et moi, en vrai, j'ai envie de parler aussi d'une petite dernière signature. Alors, c'est récent. Alors, je sais que c'est pas très chronologique ce que je vais faire, mais c'est Jermaine Pratt qui est arrivé il y a 3 semaines, je crois, à peu près. On a signé il y a 3 semaines, deux, Mm. 3 semaines, Jermaine Pratt, qui a été coupé par les Bengals et qu'on a signé du coup chez nous. Alors avant ça, je trouvais qu'on avait quand même un corps de linebacker qui était dépeuplé de Robert Spillane, hein, ce qui était quand même peut-être le gros point noir de cette off-season, c'est qu'on l'a pas signé. Et du coup, on était tous un peu deg de le voir partir. On a eu London Roberts qui est arrivé, mais bon, c'est un run stopper principalement, c'est pas un joueur qui joue sur les 3 tentatives. Et tu prends un Jermaine Pratt, qui est quand même un linebacker solide de NFL depuis plusieurs années, qui a fait un Super Bowl. C'est lui aussi qui fait l'interception face à Derek Carr en playoff quand on joue la dernière fois qu'on va en playoff contre les Bengals. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui marque et j'espère qu'il a encore quelque chose sous le capot pour faire en tout cas une belle saison chez nous parce que c'est un joueur qui, je pense, va être titulaire assez rapidement dans cette équipe. Donc voilà, ce seraient peut-être les deux grosses signatures pour moi du côté des free agents. Jérôme? Ouais, bah, je vais juste pour finir sur les linebackers, mais on commence à avoir une rotation de linebackers. Si ça prend bien, que ce soit Roberts au niveau du rôle que Spillane a laissé vacant, et Devin White, si jamais ce mec-là, par miracle, se remettait à récupérer le niveau qu'il avait en saison rookie ou en saison sophomore, on commencera à avoir une rotation en linebacker qui sera pas trop dégueulasse. Euh, Comment ne pas parler de Geno Smith, forcément. Euh, Dans les faits, c'est plutôt une masterclass puisqu'on a lâché un receveur pour un troisième tour aux Jets. Euh, Plutôt bien payé par rapport à la production chez nous, en l'occurrence. On réussit à récupérer un troisième tour. On lâche pour aller chercher un QB dont on avait désespérément besoin. Et pour le coup, alors c'est pas un calibre MVP qu'on a été chercher, mais néanmoins, j'ai été voir ça dans les stats. Sur les 3 dernières années, c'est un top 7 en passing grade. Donc plutôt sexy sur le papier, d'autant plus qu'il connaît très bien Pete Carroll pour avoir évolué sous ses ordres. On est face à un QB qui est très bon d'un point de vue passe, notamment quand il y a un toit au-dessus de la tête, hein, ça fera rire tout le monde. Mais ce qui est bien, c'est que à Vegas, ce toit, on l'a. Donc, plutôt satisfait. Et puis, honnêtement, on part de tellement loin sur le poste de quarterback que c'est une très, très grosse satisfaction de récupérer Geno Smith, qui sera plutôt bien armé puisqu'il va récupérer des cibles de choix avec Jacoby Meyers et Brock Bowers. Il aura un jeu au sol à ses côtés en la présence de Ashton Genty, qui va être, je l'espère, au niveau des attentes que l'on a placées en lui. Et puis, on a récupéré quelques jeunes rookies, notamment au travers de Jack Bech et Thornton, dont on parlera un petit peu plus tard. J'espère que tout ça, ça va prendre comme ça semble être le cas lors des derniers camps qu'il y a pu y avoir. Il y a une vraie hype qui se crée, comme chaque année au niveau des Raiders, mais bon, j'ai envie de croire que cette année, c'est différent. Non, t'as raison de mentionner enfin, vraiment tout cet aspect sur Geno Smith qui est vraiment une upgrade par rapport à ce qu'on avait parce que c'est quand même catastrophique quand tu vois ce que tu avais auparavant avec Garoppolo, avec Minshew. Enfin, honnêtement, moi je suis allé regarder 2-3 matchs des Seahawks là, une fois la signature de Geno Smith actée. Je suis allé regarder 2-3 derniers matchs de la dernière saison des Seahawks. C'est complètement. Je me demandais en fait si un quarterback était capable de faire ces passes-là. Et en fait, oui. Oui, oui, c'est possible. Parce que quand même, Geno Smith est vraiment un quarterback qui, quand il est dedans et quand il est
bien entouré, bien protégé, bah, c'est quelqu'un qui a vraiment ce potentiel pour aller chercher des actions de grande classe. Et c'est des choses qu'on n'a pas eues depuis très longtemps. Vraiment, j'ose même dire avant Derek Carr. Parce que honnêtement sur le terrain, ce qu'il est capable de faire par moment, bah, vraiment c'est des passes assez incroyables. Il n'est pas parfait bien évidemment, hein, il a quand même en red zone, c'est quand même par exemple encore un de ses points faibles, j'ai l'impression, et aussi il a encore quelques petites interceptions qui lui laissent, qui lui font un peu baisser ses statistiques. Mais au global, ça reste quand même une énorme grade. Et pour moi, bah, en fait, c'est quand même la position la plus importante. Et tu t'es renforcé. Tu as lâché qu'un troisième tour qui était un pic compensatoire, je crois, que tu avais échangé justement, comme tu l'avais dit, avec les Jets pour Davante Adams. Ouais. Donc honnêtement, je trouve qu'on est gagnant dans l'opération. Et pour moi, là où on est encore plus gagnant, c'est qu'au début de l'off-season, avant qu'on ait l'idée en fait du trade et qu'on ait la news du trade, dans ma tête, c'était soit on va drafter un mec, mais on n'est pas numéro un, donc on va pas avoir Cam Ward, soit on va drafter, soit on va sélectionner, on va en tout cas proposer un contrat à Sam Darnold ou un Russell Wilson pour recréer la connexion comme à l'époque avec Pete Carroll. Russell Ça me Wilson, dara. ça puait, hein. Ça puait Russell Wilson. Ah Pendant un bon plan, bah ça puait, Mais hein. Pete Carroll l'a dit, hein, de toute façon, qu'il y a pensé. Sam Darnold aussi a été dans les papiers, mais a priori, Tom Brady a dit no-go pour Sam Darnold d'entrée de jeu. Moi, je t'avoue que je suis bien plus heureux de récupérer un Geno Smith qu'un Russell Wilson, pour être très clair. en fait c'est inespéré en fait de se dire ça. Qu'on Non, mais c'est. est à ce moment-là, nous vraiment au début de l'off-season, on se dit à aucun moment qu'on va avoir un meilleur quarterback que tous les mecs qu'on a cités en fait. Et Donc puis, c'est ça bon, en soi on est vraiment meilleur sur ce point-là, quoi. inespéré. Et puis, quelque chose qui change beaucoup de ce qui s'est passé par le passé chez les Raiders, c'est qu'on a fait une free agency pragmatique. On n'a pas été chercher des joueurs qu'on a surpayés comme on a l'habitude de le faire ces dernières années. On a été chercher des mecs pour apporter de la profondeur, que ce soit sur la secondary, que ce soit sur la ligne offensive aussi. On a été chercher Mostert pour renouveler en partie le comité de running back dont on dispose. Jeremy Shinn pour remplacer Trevon Murray, pour moi, c'est un excellent move, mais vraiment un excellent. Pour moi, c'est un joueur qui est ultra sous-coté. Et puis dans les faits, et Landon Roberts, alors c'est clair que on s'est tous demandé qui c'était ce mec-là pour remplacer Robert Spillane. Alors on verra en action lors des matchs, mais quand tu regardes les stats, quand tu regardes sa production à Pittsburgh, eh ben, ça a du sens. Je t'avoue qu'on a tous démarré la free agency des Raiders en se disant, mais les mecs, ils ont pas coché la bonne case dans le calendrier, ils se sont pas rendus compte que ça avait démarré, Un peu comme PA, ça. PA qui avait pas vu que ça avait démarré au moment où ça avait démarré. probablement. Il avait voulu faire un live le mercredi et en fait toutes les nouveautés étaient arrivées le Le lundi. lundi. Donc il avait une haine folle Bravo, et voilà. Pardon, c'est juste pour faire un bravo petit PA. coucou à PA. Mais enfin voilà, pour conclure là-dessus, voilà, on a été pragmatique, on n'a pas fait de grosses conneries. J'ai même le sentiment qu'on n'en ait pas fait. Et puis on a gardé des cartes dans notre manche. On a des joueurs qui sont tradables, qui ont des contrats pas dégueulasses. On a récemment beaucoup parlé de Michael Mayer, mais ce serait un non-sens de le trader aujourd'hui. Un Jacoby Meyers, il a un contrat tout à fait tradable aujourd'hui. Enfin voilà, on peut encore bouger. Et puis il nous reste du cap. Donc on est encore ouvert pour faire des moves, notamment en fonction de ce qui va se passer pour Christian Wilkins, notamment. Et puis, on peut encore faire des moves pour améliorer la secondary si besoin est. Yes. Et après, d'un point de vue un peu plus négatif, est-ce que vous avez des départs où vous n'êtes pas trop content ou des arrivées où vous vous dites ah, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je vais prendre deux noms déjà et puis après je vous laisse la main. Déjà, Alex Capa, de ce que j'en ai entendu de la part des Bengals, ils sont très contents qu'il soit parti, qui a été cut et qui arrive chez vous pour jouer right guard. Visiblement, il était centre un peu plus que tous des Bengals si mes souvenirs sont bons. Et, et après, tristesse dans les départs, vous avez perdu le meilleur nom de la ligue quasiment, ou un des meilleurs, Divine Diablo. Voilà, ça c'est dommage parce que c'est un nom vraiment qui claque. Et voilà, perdre le nom Diablo dans l'effectif, c'est dommage. Mais Alex, je t'ai vu un peu faire la moue quand j'ai parlé d'Alex Capa. Oui, bah je crois il y a eu des stats qui sont sortis, comme quoi c'était l'un des pires gardes l'année dernière. Alors de ce que j'ai entendu, il y a une question de schéma, des petits bobos, et je sais pas s'il avait là vraiment la tête dedans. Honnêtement, c'est pas une signature qui m'a fait rêver. Le seul truc qui me rassure, c'est que Spytech le connaît bien
et que du coup, je pense que Spytek a peut-être trouvé les mots justes pour venir le faire signer. Donc, moi, j'ai dans l'optique de me dire qu'il va être titulaire peut-être pour les premiers matchs, mais j'aimerais bien qu'un des rookies qu'on a drafté, ou en tout cas un des jeunes joueurs qu'on a sur la O-line, prenne sa place assez rapidement, et que ce soit juste une présence dans le vestiaire en tant que vétéran, qui Pour la toujours profondeur. voilà, c'est ça. Après, je trouvais que le tarif était peut-être un peu élevé pour le rôle que j'attendais de lui. On verra peut-être s'il va me surprendre. Et tu disais aussi Divine Diablo. Alors ouais, il a un nom qui est très stylé, mais le joueur en lui-même a, a beaucoup de lacunes encore. C'est un joueur qui a quand même du potentiel, mais c'est un nouveau joueur à la position de linebacker. Et en fait, tu l'as senti durant ces 4 années, il est capable de montrer des flashs, mais capable de passer au travers durant beaucoup de matchs. Ça manque énormément de constance. Donc on change, c'est pas plus mal honnêtement. C'est pas dérangeant. J'aime bien le joueur, hein, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais voilà, j'avais pas envie de mettre non plus un tarif sur ce mec. Je pense qu'on a d'autres jeunes aussi à développer dans notre escouade, donc autant leur laisser la place parce que lui, il avait déjà pendant 4 ans été titulaire, donc on lui a laissé sa chance, il l'a pas saisi comme il fallait, donc on va passer à la suite. Moi, vraiment, les deux départs qui m'emmerdent un petit peu, c'est Spillane et Nate Hobbs, mais Nate Hobbs, je comprends plus l'idée parce que Nate Hobbs, c'est quand même quelqu'un qui est pas mal blessé. Donc moi, c'est vrai que c'est un joueur qui joue en général 12-13 matchs dans l'année. Ça fait un peu chier de le payer quand même assez, enfin un bon contrat pour autant en fait, enfin peu de matchs. C'est un joueur qui jouait malheureusement aussi essentiellement dans le slot. Et le slot, c'est quand même une des zones du terrain où c'est plus facile de bricoler qu'à l'extérieur. Donc je comprends qu'on l'ait pas signé un slot à 12 millions par an. Voilà, j'entends totalement l'idée, mais j'aimais bien le joueur et je pense que Green Bay, les fans des Packers vont être contents du joueur qu'ils ont récupéré au-delà du salaire. Jérôme, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la partie un peu plus négative de votre free agency? Non, je suis complètement en phase avec Alexandre. Je pense qu'on a laissé partir on a laissé partir, pardon, les joueurs qu'il fallait laisser partir. Bon, on aurait pu faire quelques coups d'éclat supplémentaires en free agency. Il y avait des noms sexy potentiellement à aller chercher, notamment Jalen Ramsey, où il y avait peut-être un trade sympa à monter. Mais autrement, voilà, j'ai pas de regrets, j'ai pas de. Voilà, je pense qu'on a mené une free agency, encore une fois, très pragmatique, pas de grosse prise de risque. On a comblé les trous qu'il fallait combler, on a apporté de la profondeur là où il fallait en apporter. Et on se garde encore une fois des cartes sous le coude pour continuer à être actif, et c'est très bien comme ça. Et puis là où on attendait beaucoup de choses, c'est notamment sur la draft, et je pense qu'on va en parler après. Eh ben, on va en parler maintenant même. On va parler à la draft. Vous aviez du coup le pick 6 pour démarrer, ce qui représente très bien votre situation des quarterbacks sur les dernières années, ce qui est quand même assez appréciable. Alors on va énumérer tous les picks et il y en a beaucoup. Alors avec le pick numéro 6, vous avez récupéré Ashton Genty, le running back de Boise State. Avec votre deuxième tour, pick 58, Jack Pesh, le receveur de TCU. Au troisième tour, 3 joueurs, Darian Porter, cornerback, Caleb Rogers, offensive lineman, et Charles Grant, offensive tackle. Au quatrième tour, 2 joueurs, Dante Santon Jr., receveur, et Tonka Hemingway, defensive tackle. Sixième tour, 3 joueurs, JJ Peg. Ah, celui-là, c'est le Et j'ai genre de Pigs. nom. Pigs. Je crois que c'est Pegs. Peggy's. Peggy's, ouais. Peggy's, ouais. Peggy's 18. Peggy's 18, bien vu. JJ Peggy's, defensive tackle. Tommy Mellott, wide receiver. Cam Miller, quarterback de North Dakota State. Et au septième tour, Cody Lindenberg, linebacker. Alexandre, avec PA, vous avez noté toutes les drafts, on en a parlé pendant tous les épisodes de cette série des bilans d'intersaison, et vous les avez notés en tier A, les bons élèves. Est-ce que tu as envie d'expliquer pourquoi, pour ceux parce que ça fait plus d'un mois que cet épisode est sorti, est-ce que tu veux nous expliquer un peu pourquoi est-ce que tu les as mis dans les bons élèves et est-ce que tu as aimé du coup de cette draft? Oui, bah écoute, j'en ai parlé, bon, on en avait parlé avec PA en long, en large et en travers, donc je vais essayer de faire court et de laisser un peu la main à Jérôme assez rapidement, mais pour vraiment la faire courte, je trouvais que la stratégie au global avait été très bonne. On manque de talent offensif, c'est indéniable. On n'a que Brock Bowers et Jacoby Meyers en tant que skills player, et je trouve qu'on manquait vraiment de joueurs vraiment impactants sur ce côté-là du terrain. Donc pour moi, mes deux choix favoris, c'était Ashton Genty et Ted McMillan.
Donc on a fait l'un des deux. Moi j'étais très content du choix Ashton Genty. J'adore le joueur, j'adore l'homme, j'adore le professionnel en fait que c'est. Et ces tapes, honnêtement, que j'ai regardé, bah, c'est, je pense, parmi les tapes que j'ai préféré regarder depuis au moins, depuis que je suis la draft. Je pense que c'est vraiment, le joueur est impressionnant en tant que coureur. Alors oui, c'est pas une position valuable, c'est pas une position qu'on prend haut en général à la draft, mais honnêtement, j'en ai vraiment rien à faire. Pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs de cette QV. On a un joueur qui potentiellement pendant 5, 6, 7 saisons va être l'un des meilleurs, je pense, running back de la ligue. J'espère en tout cas ne pas me tromper parce que honnêtement, j'ai vu, enfin de ce que j'ai vu, pour moi, il a toutes les qualités pour l'être et j'espère que ça va être le cas. Et la stratégie au global parce que j'ai bien aimé ce qu'on a fait durant ce deuxième jour. J'entendais durant les interviews en fait de Spytech qui voulait amasser des pics et c'est exactement ce qu'on a fait. Au deuxième tour, on a trade down une fois avec tes Dolphins, si je dis pas de bêtises, pour aller Ouais. pour récupérer un pic du troisième tour compensatoire. On retrade down encore une fois avec les Texans pour aller rechercher encore un pic compensatoire de fin de draft. Donc en fait, au final, tu te retrouves avec Jack Bech en tant que joueur en fin de deuxième tour. Et moi, c'est un joueur que j'ai évalué niveau de talent deuxième tour, cinquième receveur sur mon board. J'étais très content de l'avoir. Pareil, joueur ultra dynamique, que j'aime beaucoup en tout cas, qui est assez polyvalent. Et besoin qu'on avait vraiment, véritablement sur cette escouade. Ça vaut Le pas ch- Jalen Royals, mais Voilà, mais on va arrêter d'en parler parce que je pense que je vais saouler tout le monde avec ça. Donc. Et du coup, en fait, voilà, c'est ça. C'est surtout la stratégie au global que j'ai bien aimé, d'aller récupérer. Tu récupères de la value avec Jack Bech, en même temps, tu amasses des pics qui te sont utiles. Alors oui, j'aurais préféré peut-être dans les trois pics, dans les pics du troisième tour, je trouve qu'on aurait peut-être pu faire mieux. C'est pour ça que je les ai pas mis en tier S non plus. Je trouve qu'on a quand même aussi des bons choix de fin de draft avec notamment Tonka Hemingway et JJ Pegues. Je trouve ces deux joueurs defensive tackle qui peuvent bien se développer chez nous. Surtout JJ Pegues que j'avais bien aimé de ce qu'il avait montré du côté d'Olimis. Il avait même montré des snaps en tant que fullback. Donc pour un defensive tackle, je te cache pas que c'est assez imposant de voir un fullback. C'est Patrick Ricard, quoi. Ouais, mais avec, je pense, 20 kilos de plus au moins, tu vois. Donc ça peut être vraiment marrant de le voir sur des schémas comme ça. Et je trouve qu'on a pris aussi on a pris des petits paris que j'ai bien aimé. Tommy Mellott en receveur, qui était un ancien quarterback à Montana State. Le mec a jamais joué receveur, mais je trouve que c'est un mec qui sur des packages peut être hyper intéressant. Tu le prends à développer. Ça peut être ton cinquième receveur, quatrième receveur s'il s'impose. Honnêtement, ça peut être une petite surprise, tu vois, un mec qui fait pas d'ici 2 ans, 2, 3 ans, je pense qu'il y aura du développement à faire. Mais voilà, c'est des petits joueurs en fin de draft que j'ai bien aimé. Donc la stratégie au global, très content en tout cas de cette draft et je vais voir ce que Pablo en a pensé. Mais je pense Pour, qu'on est d'accord. pour info, JJ Pegues, il fait 1m88, 140 kg. Patrick Ricard, c'est 1m91, 140 kg. Donc c'est Ah, les mêmes gabarits au final, les deux bébés. ah, je pensais qu'il était plus lourd que ça, tu vois. Bah, j'ai sous-coté Ricard. Enfin, faut pas. C'est marrant parce que Pegues, il paraît quand même plus véloce, plus puissant encore. Ouais. Mais Bah, bon. du coup, il peut avoir une belle carrière de fullback. Ouais, mais pas que. Je pense que c'est un mec dont la polyvalence va beaucoup servir et va beaucoup plaire à Chip Kelly en l'occurrence. À Chip Kelly, je dis des conneries. Grave. Enfin, à Chip Kelly ici sur Tu les l'utilises en positions de fullback, hein. fullback et puis également en défense. Patrick Graham en défense. Qu'allais-je dire? Alors déjà pour commencer, enfin une draft où on ne foire pas notre premier pick. Ça fait du bien les gars. C'est débattable parce qu'on entend beaucoup de gens dire un running back en 6 c'est trop haut quand tu n'as pas Non, mais- besoin parce que quand tu n'es non, pas mais- prêt de gagner. Je fais l'avocat du diable pour que tu puisses expliquer pourquoi c'est un bon pick. Alors je vais tout de suite enfoncer une porte. Ashton Genty, c'est un top 2 meilleur joueur de la draft. Point barre. Derrière Abdul Carter. C'est mon avis personnel. Je suis convaincu que on ne l'a pas pris trop haut. Et puis jurisprudence Saquon Barkley encore une fois. Je m'arrêterai là-dessus. Bon, déjà, d'un point de vue global, moi je suis très satisfait parce que on a su bouger avec nos pics. Alex l'a dit tout à l'heure, Spytech, il avait annoncé la couleur, il voulait récupérer le plus de pics possible, il voulait pouvoir avoir du choix. Et c'est ce qu'il a réussi à créer comme situation.
Donc ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, je pense qu'on a été chercher les joueurs qu'on souhaitait. On n'a pas souvent été, je pense, sur des plans B, hormis pour un point, c'est que je suis convaincu qu'au deuxième tour, au deuxième tour, oui, au deuxième tour, pardon, on visait Will Johnson. Et le fait que c'est Arizona, je crois, qui a pick Will Johnson, c'est ce qui a causé notre trade down, notamment avec non pas les Dolphins, mais c'était la seconde fois Les avec je Texans. sais plus quel, les Texans. Bon, pour revenir sur nos picks, Genty, c'était une évidence. Je pense qu'il n'y a pas un seul fan, en tout cas en France, des Raiders, qui était mécontent de ce choix-là. Moi, personnellement, je voyais soit Genty, soit Mason Graham. Sachant que Genty était un plus gros besoin, en l'occurrence, que de prendre un second lineman défensif. Euh, Vous l'avez vu sur ma casquette, il est écrit les Hans, casquette que j'avais gagnée via une autre plateforme que vous connaissez bien. Qui et qu'est-ce que j'allais dire? Genty pour moi, donc je le mets plus haut que Bijan Robinson en potentiel. Et Dieu sait que j'aime beaucoup Bijan Robinson. C'est vraiment le running back qui m'a fait kiffer ces dernières années du côté de Texas. Mais il faut admettre une chose, c'est que les tapes de Genty, elles ont été bien plus impressionnantes. Il y a une marge de progression qui paraît encore plus forte que celle de Bijan Robinson. Et je suis convaincu que l'éthique de travail du garçon, le caractère du garçon vont faire de lui un athlète absolument phénoménal pour les années qui viennent et un playmaker de folie pour les Las Vegas Raiders. D'autant plus qu'il va avoir le plaisir de jouer avec un Chip Kelly qui va s'amuser avec un joueur comme ça dans ses schémas de jeu. Deuxième point, Jack Bech en 58. J'avoue, je ne connaissais absolument pas le joueur. Et pourtant, je regarde le college football, mais je me suis absolument pas intéressé à TCU. J'avais même pas entendu parler de l'histoire de son frère qui s'était fait tuer lors des attentats à la Nouvelle-Orléans. Et donc, lors de la draft, je l'ai complètement découvert. Et en parlant avec Alexandre, justement, je me suis dit, bon, ok, il y a un peu de hype autour du garçon, je vais aller regarder ses tapes. Et là, ben, j'ai découvert un mec hyper costaud, vraie mentalité de chien, plus de milliards en 2024, aucun drop, je crois, aucun drop sur 2024. Un des deux seuls receveurs en college football qui ait fait aucun drop. Et puis pour le coup, une vraie solution alternative pour remplacer Meyers, qui devient notre nouveau receveur numéro un. Et donc, bah, une escouade de receveurs pas dégueu, puisque sur le papier, Meyers, c'est plutôt sous-coté et pourtant très très bon sur l'année 2024 en termes de production. Jack Bech sur le papier qui est très bon. Et puis bah, Bowers, je m'étalerai pas plus. Donc plutôt très satisfait de nos deux premiers choix. Au troisième tour, c'est là où on se dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on fait? Darian Porter, je pense que... Enfin, moi, il m'a semblé que c'était vraiment le cornerback, je dirais, sur lequel on s'est replié parce qu'on n'avait pas eu ceux qu'on souhaitait auparavant. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était un peu le profil que Pete Carroll avait eu l'occasion de drafter de nombreuses fois par le passé à Seattle. Le mec correspond plutôt pas mal hein, en termes de mensuration, en termes de production. Alors, il n'a pas un gros historique en college football, il a changé de position, il était receveur autrefois, mais sur le papier, ça peut cliquer. Là, pour le coup, je considère que le garçon est un pari. Mais si ça fonctionne, c'est hyper gagnant, surtout à ce niveau-là de la draft. Rodgers, je vais pas m'exprimer. Pareil, le mec, je pense qu'il est là pour la rotation, qu'il est là pour la profondeur. C'est un joueur à développer. Je m'étalerai pas, je l'ai pas regardé jouer. Là où je suis un peu plus content, c'est Charles Grant, en l'occurrence. Je m'y étais intéressé puisque un tackle qui joue pas en Division 1, on se dit, ben tiens, c'est bizarre, projeté à ce niveau-là de la draft, c'est assez intriguant. Et puis quand on regarde les tapes, on se rend compte que le mec, ben, il en a beaucoup sous la chaussure. Donc pareil, joueur à mettre au tableau des joueurs à développer. Je pense que si on assure un développement complet à ce mec-là, on a un futur left tackle pour succéder à Colton Miller dans les années qui viennent. Et ça, ce serait parfait.
Donc Hemingway, bon là pour le coup, j'aime beaucoup le joueur. Beaucoup pensent que c'est un pari. Moi, je pense que là, il y a un vrai potentiel également pour développer. Et puis il y a mon chouchou, c'est Peggy 18, hein, en l'occurrence. Lui, dans toutes mes mocks, je pense que dans le groupe de la fanbase française, à chaque mock que je le ressortais, ce mec-là. C'est mon chouchou. Je pense que pareil, si on ne déconne pas au niveau du développement, si Patrick Graham arrive à l'utiliser en défense et qu'en plus on peut le sortir sur certains schémas de jeu en offense, ça peut être un vrai kiff d'aligner ce joueur sur le terrain. Ouais, clairement. Il y en a... Attends, je te coupe juste un instant, mais il y Vas-y, en a vas-y. un que t'as pas cité, c'est Thornton au 4e tour, au début J'allais du venir. 4e, J'allais qui venir. lui, justement, moi je crois que c'était le mien de chouchou que je mettais dans chacune de mes mocks Alors, comparé de toi. Anton, c'est le joueur Al Davis par excellence. Receveur, grand, rapide, avec des mains. Le combo ultime, hein, taille-vitesse en l'occurrence dans l'esprit de Al Davis, c'est exactement ce qu'il souhaitait drafter à chaque draft chaque année. Pure menace en profondeur, ça on l'a vu, hein, lors du combine, il a été le plus rapide au chronomètre. Et mais en plus, le kiff derrière tout ça, c'est qu'on se rend compte que sur les camps rookies et sur les derniers OTA, et ben, il y a une vraie hype qui se construit autour de lui parce que apparemment, le mec excelle au-delà des espoirs enfin, au-delà des espérances que les médias et les joueurs avaient autour de lui. Il y a des joueurs comme Max Crosby qui s'expriment, et plein d'autres d'ailleurs, qui s'expriment en disant que le mec les fait halluciner. Bon, quand t'as des mecs comme Max Crosby qui disent putain, le petit jeune, il envoie, bon, ça semble plutôt bon en l'occurrence. Et puis, alors pour finir sur la fin, je vais aller un peu plus vite là-dessus. Effectivement, Tommy Mellott, moi je kiffe, c'est le type de QB qui me fait kiffer, qui a des jambes, qui court un peu à la mode Lamar Jackson, ça me fait kiffer. Par contre, il faut admettre que le mec, il a pas le bras de Lamar Jackson. Il a même pas vraiment de bras pour être tout à fait honnête. Donc on va le développer, enfin on va le développer. C'est plutôt un risque à la mode Julian Edelman, hein. Clairement, on va le tester en Julian Edelman ou en Tyson Hill, à voir. En tout cas, il faut reconnaître une chose, c'est que le mec a un athlétisme qui est juste hallucinant. Et si, pareil, ça clique, ça peut être très bon. Ouais, Cam pour Miller, le couper, enfin pour le plaquer, c'était très dur, hein. Franchement, quand tu regardes les tapes de Montana State, c'est ah impressionnant quand il bah, court, il va très très vite quand même pour sa taille, hein. ah bah, C'est un les, 4,30 au combine, hein, je crois. les deux finales contre NDSU, on voit très bien où on veut en venir avec le gamin, hein. Il a des Ouais. jambes, c'est juste hallucinant. En kick returner, ça peut être, ou en punt returner, ça peut être très bon. Qu'allais-je dire? Cam Miller, le QB qui a été adoubé par Tom Brady. A priori, c'est le QB qu'on a visé sur la draft pour le mettre au frigo et en mode développement derrière Geno Smith et Moustache O'Connell. Donc, pareil, on va voir ce que ça donne. Mais là, pour le coup, il y a des performances qui sont plutôt sympas du côté de NDSU. Il a gagné le titre sur les 2 dernières saisons. Il a un bras, il affiche des stats plutôt correctes. Donc, moi, j'attends de voir. Quand tu as un Tom Brady qui adoube un gamin comme ça à la sortie du collège, je me dis que ça vaut le coup de garder un œil dessus. Et puis Lindenberg, pour le coup, bah, là, c'est le linebacker qui va intégrer la special team. J'ai pas grand-chose à en dire. Je pense que, pareil, c'est le genre de joueur qu'on va mettre au frigo derrière des Pratt, des White, des Roberts, et puis on verra bien ce qui en sort. En tout cas, moi, je suis ravi de cette draft. Pour le coup, on a un vrai mix produit, pour reprendre des termes marketing. On a un vrai mix produit. On a des joueurs qui auront un impact immédiat qui est juste quasi assuré. On a des college players à développer qui sont pas dégueux et qui ont eu des très bonnes productions en college football. Et puis on a des joueurs avec des gros upsides au travers de Thornton, de Porter et même de Mellott. On a des mecs qui peuvent péter tous les scores si encore une fois tout clique bien comme il le faut. Donc je suis plutôt satisfait de cette draft et axé sur le côté athlétique des joueurs, là où par le passé on a plutôt juré par la personnalité et le caractère, hein, les fameux caractère players de Damon John Arnett. de John Gruden, ouais, Hein, Damon Damon Arnett. Arnett, Jonathan Abram. C'est les mecs qui viennent avec des guns dans le vestiaire, là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Il tire sur les tornades. Non, non, mais enfin voilà, très satisfait de cette draft. Ça a été un vrai plaisir de suivre cette draft pour le coup. Et j'en ai fait quelques-unes ces dernières années avec Alexandre. Là, pour le coup, c'était un peu plus sexy.
C'est ça, voilà, ça fait 2 drafts, on est plutôt content au final, donc on Ouais, va carrément, espérer que ça continue, hein. Je pense carrément. que c'est bonne fondation pour l'avenir. Yes. Bah écoute, c'est cool. En général, on pose cette question après la draft qui est est-ce que cette free agency plus la draft, ça a comblé les besoins dont vous parliez? Jérôme, tu parlais en besoin surtout de secondary et de ligne offensive, de running back. Enfin, tu parlais d'un peu de tout, quarterback aussi. Euh, Est-ce que tu es satisfait de toute cette phase d'intersaison? Oui, globalement oui, même si on répond pas à absolument tous les besoins, on va avoir encore des trous et puis on a des points d'interrogation qui se posent. On a Christian Wilkins qui est encore embêté avec son pied. Et si demain on perd Christian Wilkins, on est un petit peu à poil sur l'intérieur de la ligne défensive. Donc il va falloir, on a encore du cap, donc on pourra certainement réagir et trouver un joueur, mais remplacer Christian Wilkins, il faut se lever de bonne heure. Autrement, oui, on a encore une secondary qui est relativement jeune, hein. On a un vétéran qu'on a été chercher en la personne de Eric Stokes. Mais au-delà de ça, on va certainement partir avec un trident, Jaco Bennett en nickel, Eric Stokes d'un côté, pourquoi pas Darian Porter de l'autre. Donc ça reste relativement jeune encore. Euh, sur la O-line, ben, on vient de passer Powers Johnson en centre. On va avoir Parham d'un côté, il n'y a pas de l'autre. Là, pour le coup, ça me fait pas bander, si vous me permettez l'expression. Colton Miller, j'espère qu'il va revenir à un niveau qui était le sien ces dernières saisons, qui était un peu absent l'année dernière. Et puis, on a toujours cette question sur le poste de tackle droit. Alors, on avait pris DJ Glaze en troisième tour l'année dernière et qui en a surpris plus d'un et qui a été plus que correct sur le poste, qui va encore monter en puissance. Donc voilà, il y a certainement encore des endroits où on va devoir prendre du galon. Je pense notamment à la secondary. Et puis on pouvait pas combler tous les trous en une draft et en une effet, mais je pense que un gros bout du chemin a été parcouru aujourd'hui. Alex, t'en penses quoi? Non, complètement d'accord. Tu peux pas adresser tous les besoins en une intersaison, donc je pense que on a rendu l'équipe compétitive et je pense que c'était le principal objectif en fait de cette intersaison et de ce qu'avait mis en place, en tout cas de ce qu'avait indiqué Pete Carroll lors de sa conférence de presse d'introduction. Donc pour moi, c'est mission réussie de ce point de vue-là. Maintenant, place au terrain et place à la saison 2025. Eh bien, tu ne parles pas si bien, puisque le calendrier s'affiche à l'écran. Donc, on aura 3 matchs de pré-saison. Les Seahawks pour peut-être le drive retour de Gino Smith qui ira faire sa petite revanche. Les Niners et les Cardinals. Et ensuite, pour ceux qui sont à l'écran, quand il y a l'arrière-plan en blanc, c'est un match extérieur. Quand il y a l'arrière-plan en gris, c'est un match à domicile. Donc, nous avons les Patriots, Chargers, Commanders, Bears, Colts, Titans et Chiefs avant votre bye week du coup en semaine 8, bien en plein milieu de la saison. Ensuite, vous aurez du coup Jaguars, Broncos, Cowboys, Browns, Chargers, Broncos, Eagles, Texans, Giants et Chiefs. Donc vous croisez avec la NFC Est et avec la FC Sud. Ce qui... Bon, la NFC Est, c'est pas cool. La FC Sud, c'est plus cool. Donc, un calendrier qui est sensible, à peu près abordable, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, Complètement. d'un point de vue extérieur, je me dis que c'est une bonne saison de transition, j'ai envie de dire, où, tu sais, où tu fais un peu comme ce que font les Colts chaque année, un petit 7-10 ou un 8-9. J'ai pas tout regardé encore, mais si ça se tourne bien, tu as l'impression que c'est ça que ça peut se faire. Jérôme, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu en penses comme ça, sans aller nécessairement dans tous les matchs, mais qu'est-ce que tu penses de ce calendrier et est-ce que tu es assez confiant pour la saison prochaine? Bah écoute, t'as utilisé le mot abordable, c'est exactement celui que j'avais noté sur mes notes. Euh, pour moi, c'est un calendrier qui est parfaitement abordable, qui est plus abordable que celui de l'année précédente, en l'occurrence. Bon, on reste dans l'une des divisions les plus relevées de la ligue, donc ça reste compliqué malgré tout, il faut pas se raconter l'histoire. Pour autant, je pense qu'on a les moyens enfin, on peut se donner les moyens plutôt, j'allais dire, d'aller chercher une wild card, même si ça restera très compliqué.
J'ai regardé les bookmakers. Aujourd'hui, ils nous mettent en 7,5 en over-under. Moi, je suis un petit peu plus haut que ça. Je pense qu'on va aller sur du 9-8 ou du 17, qui serait parfait pour aller choper la wildcard, j'imagine. Bon, en tous les cas, pour moi, c'est une saison, encore une fois, de transition, en espérant que cette fois-ci, ça soit la vraie saison de transition. En fait, moi, je suis à la recherche de réponses durant cette saison. Je veux déjà voir si notre offensive line va vraiment cliquer autour d'un QB, d'un vrai QB, hein, parce qu'on va se dire les choses et sans manquer de respect aux précédents, hein, mais des Garo Lolo, des moustaches et une moustache bis, à un moment donné, ça va 5 minutes. Donc là, on va avoir un mec T'as qui sait. oublié, t'as oublié appellation d'origine contrôlée aussi. Ouais, mais c'est moustache bis, celui-là. C'est D'accord. moustache bis. Mais non, non, là en l'occurrence, on a un QB qui, pour le coup, a de l'expérience, qui sait gérer sa poche, qui sait aussi, jouer, enfin, qui sait utiliser ses jambes en l'occurrence. Donc, si ça clique, que notre défense reste en bonne santé, on a en plus apporté des pions qui permettent de combler les vrais points de faiblesse qu'on avait, notamment sur le jeu au sol. Je me dis, mais pourquoi pas montrer quelque chose cette saison et puis faire un peu plus meilleure figure, notamment face aux Chiefs. Bon, il va falloir régulariser la situation. On a perdu un match, non, on a perdu 2 matchs, pardon. On a perdu tous nos matchs de division matchs. l'année dernière. Mm. Donc on a perdu 2 matchs contre les Broncos. Il va falloir régulariser la situation puisque ce n'était jamais le cas par le passé. Et puis non, derrière tout ça, il faut qu'on puisse voilà, se prouver à nous-mêmes que on est en mesure d'avancer sans grosse star au sein de notre offense et de laisser libre cours je dirais, à la créativité de Chip Kelly dans un style hybride en man et en zone qu'il a pu démontrer par le passé sur ses précédentes expériences. On a un mec qui peut devenir très rapidement, allez, je vais le dire, un top 5 des running backs dans la ligue. J'y crois, j'y crois. Je pense qu'on peut, sans tomber dans le jeu paillettes et faire une saison à la mode Detroit Lions de l'année dernière, je pense qu'on peut aller chercher un 9-8 ou un 17 en termes de bilan. Ça me paraît correct. Et en tout cas, finir en positif. Alors, quand j'ai dit abordable, j'allais pas jusqu'à partir sur du positif de mon point de vue, hein, mais quand je regarde le calendrier, il y a des matchs qui sont abordables et après tu as des matchs où tu as l'impression qu'il y a un petit gap. Tu vois, je vois les Chargers 2 fois. J'ai dû. Après, ça se trouve, j'ai pas de l'historique de la rivalité. Peut-être que chaque année, vous prenez au moins un match aux Chargers. Mais comment dire Ouais. Ok, bon, bah, on rajoute un Non, match. on prenait souvent celui chez nous et on perdait par contre systématiquement au SoFi Stadium ces dernières années. Ok. Et on gagnait systématiquement les Broncos. Ok, parce que là, en gros, sur le début de saison, tu as un monde où tu es en 4-3 à la baille. Tu peux me mettre en 5-2 à la baille et je pense que c'est pas ultra choquant en fonction de Non, comment tu arrives. non, non, clairement. Et si tu continues après la baille, les Jaguars, j'ai un avis sur les Jaguars qui est pas extrêmement positif sur cette franchise. En plus, tu les joues chez toi. Donc, tu as un monde où avant la semaine 10 et avant la trade deadline, tu es en 6-2. C'est la deuxième partie de saison, moi, qui m'inquiète un petit peu plus. Les Broncos, j'y crois beaucoup. Les Chargers, j'y crois. Les Cowboys, je pense que ce sera mieux. Les Eagles, on sait ce que c'est. Les Chiefs, on sait ce que c'est. Et après, tu as Texans où c'est mi-figue, mi-raisin, mais je pense que c'est encore au-dessus de vous. Et les Giants où je pense que vous êtes au-dessus de manière légitime. Mais tu peux être en 6-2 et au final terminer en 7-10. Et est-ce que ta saison serait positive? C'est ça en fait la question que je me pose. Il peut évidemment se passer beaucoup de choses. Après, j'ai des convictions très personnelles, ne serait-ce par le changement en profondeur qui est en train de s'opérer du côté des Raiders. Je pense qu'il se passe également des choses chez nos voisins de division. Je pense qu'il va y avoir également beaucoup de changements. J'ai une intuition. Bon, je pense qu'on va me clipper là-dessus si les mecs finissent par remporter une nouvelle bague, mais je pense qu'il va y avoir. On va assister à. Je vais pas dire une chute, mais on va assister à une baisse de régime des Chiefs dès la saison prochaine. Je suis intimement convaincu que beaucoup de choses vont se passer et que
et que l'ordre défini de la division depuis quelques années va commencer à bouger dès la saison prochaine. Alexandre, on n'a pas entendu ton petit prono. Moi, je partirais sur un 7-10, mais toi, vers quoi tu partirais? Moi, je me rapprocherai un petit peu plus de ce que tu dis, Alex, parce que moi, le calendrier, vous avez dit qu'il était abordable. Moi, personnellement, je trouve qu'il est pas si facile que ça. Alors ouais, t'as la FC Sud, t'as les Titans, Jaguars, et t'as aussi un match face aux Browns qui sont sur le papier vraiment assez faciles. Après, le reste, pour moi, la FC West, c'est que des matchs qu'on a perdu l'an dernier. Tu joues quand même la NFC East, qui est quand même une des plus redoutées de la ligue avec les champions en titre aussi. Donc tu sais que déjà, sur ton calendrier, tu coches déjà 3 matchs avec Chiefs et Eagles où tu es quasiment sûr et certain de les perdre, où tu sais que ça va être des matchs très très compliqués qu'il va falloir se lever tôt pour aller les gagner. Et puis après derrière, on a quand même les matchs, toutes les autres équipes, hein, Broncos, Texans, c'est que des équipes de playoff. Quand tu regardes, tu as des équipes qui derrière se sont améliorées avec les Bears, les Patriots, qui sont jamais à sous-côté. Les Colts sont une équipe qui est toujours chiante à jouer. Donc non, honnêtement, moi j'étais d'accord quand tu disais qu'on pouvait être en positif à la bye parce que c'est là que notre calendrier n'est pas le plus dur. Ça, je suis assez d'accord. Mais par contre, après le match des Jaguars, moi je trouve que ça se corse vraiment pas mal et tu regardes surtout sur la fin de saison, sur les 6 derniers matchs, t'enchaînes les Chargers, Broncos, Eagles, Texans, Giants et Chiefs. Donc c'est quand même des matchs qui sont loin d'être faciles, loin d'être gagnés d'avance. Moi, sur le bilan, honnêtement, je pense qu'on a un plancher qu'on descendra pas en dessous de 7, honnêtement, parce que je pense qu'on a le quarterback qui est assez bon, le coaching staff qui est assez en place, enfin qui est assez bon en tout cas pour instaurer une culture et instaurer un effectif assez stable, on va dire, et assez bon pour être à cette victoire. Je pense que le jeu au sol sera totalement différent. De toute façon, on va vraiment être une équipe totalement différente de l'an dernier. On va être une équipe chiante à jouer pour tout le monde, parce qu'on va jouer beaucoup plus en 12 personnels et miser sur le jeu au sol. Chiante à voir jouer probablement aussi, hein. Ça dépend pour qui, tu vois, mais on sait qu'on va essayer de casser des bouches en jouant contre les équipes en général. Donc, Vous allez recruter Jack Tatum. peut-être, hein, ce serait un joli mot de la fin, ça. Mais en tout cas, non, en tout cas, moi je pense que on a un plancher à 7 victoires et je pense qu'on peut aller taper 8 victoires. Entre 7 et 8, moi je serais pas choqué, je serais positif, honnêtement. Et j'ai pas envie de trop m'emballer parce que je sais pas comment ça va marcher avec Chip Kelly et Geno Smith. J'ai plus confiance que l'année dernière, mais bizarrement, je te mets un moins bon bilan que limite que l'an dernier, ce que j'avais annoncé. Mais Parce que c'est aussi c'est la défense qui me fait un peu peur. La défense, pour moi, il y a encore trop d'incertitudes. Et comme l'a dit Jérôme, Wilkins, il a encore ses problèmes au pied, donc pas sûr qu'il joue cette année. C'est sur la D-line derrière, on a un peu dépeuplé parce que tu as Jonah Lolu qui est un rookie undrafted qui a montré des belles choses, mais qui est encore jeune. Tu as 2 rookies aussi qu'on a drafté cette année. Pareil sur les joueurs en safety, on a recruté Jeremy Sheen, mais derrière c'est Paul Amao qui a montré une belle saison, mais faut qu'il confirme. Secondary, on en a assez parlé, mais pareil, c'est que des joueurs qui doivent confirmer. Donc encore beaucoup d'incertitudes sur cette équipe quand même et sur cette défense surtout. Donc mine de rien, on va être une équipe chiante, mais je ne vois pas non plus faire les playoffs. Après, pourquoi pas être à un moment donné dans la course, mais dans le sprint final, peut-être on perd. Dans le sprint final, c'est pas impossible. Donc, Mais le max que je vois, moi, c'est le wildcard, hein, c'est ce que je disais. oui, il y Et a un monde où si tout marche bien et qu'il n'y a pas de blessure et que Geno Smith c'est un nickel, que Ashton Genty est Rookie of the Year et qu'il est impressionnant, il y a un monde où on peut aller titiller les playoffs. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il y a une question de perspective. Tu regardes le calendrier, effectivement, ça paraît balèze, d'autant plus qu'on fait partie d'une division qui est ultra relevée. Mais regarde d'où on vient. On n'a pas eu de QB depuis X années. Depuis que Josh Jacobs est parti, on n'a aucun jeu au sol. Là, on fait rentrer un QB sur les 3 dernières années qui est hyper performant, qui fait partie du top 10. Et on fait rentrer un running back dont on sait que le mec, s'il n'y a pas d'accident, qu'il se pète pas les ligaments dès le premier match, dont on sait qu'il va forcément faire avancer les chaînes. Et ça a été le gros problème des Raiders ces dernières années, c'est que les chaînes, on était incapable de les faire avancer. On n'avait aucune conversion en troisième down. On n'avait aucune production en red zone. À un moment donné, on va répondre à 2 points critiques sur 2 des postes les plus, je dirais, les plus importants dans une équipe NFL. Euh,
Moi, je suis convaincu qu'il faut être un petit peu plus, je dirais, enthousiaste et enhardi par rapport au bilan qu'on va afficher en fin d'année. Après, j'entends, le calendrier reste difficile parce qu'il y a des belles équipes à aller jouer, à aller affronter chez eux. Il y a des Eagles, il y a des Bears qui montent en puissance, il y a les Commanders avec Jaden Daniels qui ont bien largement démontré qu'ils allaient être chiants pour les prochaines années. Mais je sais pas. Bon, t'as vu, j'ai pas sorti mon 12-5 habituel de chaque année pour faire chier tout le monde. Mais là, pour le coup, voilà, 9-8, je pense que je suis très raisonnable quand je dis qu'on est en mesure de les attendre. Eh ben, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour T et pour vos, Alexandre, pour vos Las Vegas Raiders pour cette saison 2025 qui s'annonce. Jérôme, Alexandre, merci d'avoir fait cet épisode avec nous. Est-ce que Jérôme, tu as un petit mot de la fin que tu veux rajouter sur cet épisode? Just win, baby. Parfait. C'est très bien. Et bah, nous, du coup, ça conclut cette série des bilans d'intersaison. On espère que ça vous a plu et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur chaque équipe grâce à des intervenants qui aiment leurs équipes et qui sont là pour ça. Donc, comme Jérôme, comme on a pu aller voir Alexandre, comme tous les autres qu'on a eu dans tous les épisodes qu'on a fait. Donc, merci à tous nos invités de l'avoir fait, ça fait plaisir. Et on va pouvoir reprendre maintenant un calendrier un peu plus high level, on va dire, de regarder un peu plus ce qui se passe dans chaque franchise. Et les prochains épisodes sortiront donc à partir jusqu'au début de saison. On va faire un épisode le lundi, un épisode le jeudi qui sortiront. Donc le prochain épisode sortira lundi, donc le 21 juillet. Alex, on sera ensemble pour cet épisode. On va parler des gagnants et perdants de l'intersaison en AFC. On aura la même chose en NFC jeudi. Et après, on racontera le programme au fur et à mesure des épisodes. Il est déjà tout prêt, il est tout chaud. Et on a tout qui est bon là jusqu'à la preview de la semaine 1 qui sera le 3 septembre. Donc on a hâte de faire tout ce petit programme ensemble. Et voilà. Merci Jérôme, merci Alexandre. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre le front office absolument partout. Vous pouvez suivre nos amis de Raiders Nations FR. Tu nous disais Alexandre, mais à confirmer dans la description. Oui, on va remettre le pseudo de, de Romain et on va mettre aussi celui de Jérôme pour aller Exactement. nous suivre. Celui de Jérôme sera dans la description et celui Et d'Alex puis- est évidemment dans la description. Et puis faites en sorte qu'il y ait plus de monde dans les canaux Discord l'année prochaine pour la draft. On s'était bien marré, mais ça manquait un peu de monde. Exactement. On fera ça. J'adore, c'est ça aussi. On fera ça la prochaine fois et on pourra Et- peut-être même le faire pour qui sait, on peut le faire pour Ah. je pense que le canal du Discord qu'on a utilisé pour ça, il va être utile pour les red zones, pour tous les matchs. Dès que vous avez envie de parler foot US, n'hésitez pas à venir dessus et à lancer le canal. Je rappelle donc que le lien du Discord est également en description. Croyez-moi sur parole, vous loupez quelque chose dans votre vie si vous n'entendez pas Lala se plaindre de la sélection d'un 11e receveur lors de la draft. Il y en a C'est réel. C'est Il magnifique. n'y en a jamais assez. J'ai l'impression de voir les clubs de foot qu'enchaînent les attaquants. Les Packers, c'est pareil avec les receveurs. Et ouais, c'est assez compliqué. Jérôme, Alexandre, merci beaucoup. Et on se retrouve, Alexandre, prochain épisode lundi ensemble. Et d'ici là, passez une bonne semaine et vive le football.